par Lucie, bien évidemment. Après, les choix des étoiles, ce sont mes étoiles. Donc, j'ai choisi des personnes qui me plaisaient. D'ailleurs, j'en ai oublié. J'ai oublié des gens comme Miles Davis, que j'adore, ou Basquiat. D'ailleurs, en règle générale, je me fais gronder parce que on me dit, Monsieur Turin, pourquoi vous n'avez pas mis celui-là, pas mis celui-là? Et je réponds, attendez, ce sont des étoiles, il y a des personnes que je connais aussi. Donc voilà. Donc voilà, je ne les connais pas. Mais c'est vrai que c'est important la chronologie. Parce que pour moi, encore une fois, il faut comprendre l'histoire. Par exemple, je finis le livre par le texte d'un pédopsychiatre, parce que, qui explique que si l'enfant ne connaît pas son histoire, il est dans une certaine violence. Et je pense que nous sommes dans une société qui ne connaît pas son histoire aussi. Parfois, nous ne connaissons pas même l'histoire de l'homme, et voilà pourquoi on commence par Lucie, pour tout de suite casser les problématiques de couleur de peau, expliquer les couleurs de peau, et montrer l'unité de l'espèce humaine. Le psychiatre qui est Gilles-Marie Vallet, des mots qui libèrent l'avenir. C'est vrai que ce sont des passages très éclairants aussi sur, en effet, savoir d'où l'on vient, connaître son histoire. C'est une évidence, par exemple, les enfants qui sont nés sous X auront beaucoup plus de problèmes pour se construire une identité forte que quelqu'un qui connaît sa lignée. Alors, par exemple, j'évoquais en première remarque, là, le fait en effet que vous refusez un peu, si je puis dire, entre guillemets, l'opposition violence-non-violence. Vous parlez de Malcolm X, qui est un personnage qui est beaucoup investi. Quel rapport vous entretenez, vous, personnellement, avec justement la violence et non-violence? Est-ce que la violence vous semble indispensable, justement, dans certains cas, pour pouvoir asséner, faire passer ses idées? Mais écoutez, déjà, pour parler de la violence de Malcolm X, parce qu'au départ, moi, je voulais appeler un de mes fils Malcolm. Vous dites que c'est vrai. Oui, alors là, c'était une catastrophe. La famille a dit, mais non, ça va pas, non, c'est un violent, etc. Comme ça. Voilà, je lui dis, mais attendez, mais c'est pas possible. Donc, bien sûr, la famille a gagné, donc il n'y a pas de Malcolm. Mais en fait, je refuse de schématiser comme ça rapidement Malcolm X dans une certaine violence. Donc, j'essaie d'expliquer que Malcolm X, voilà, un petit garçon qui est aux États-Unis à un moment de l'apartheid, où ses oncles sont tués par le Ku Klux Klan, son père peut être tué par le Ku Klux Klan, sa mère qui tombe dans une folie. Donc j'essaie d'expliquer que la violence de Malcolm X, pourquoi? C'est parce qu'en fait, la société est violente autour de lui. Donc il grandit dans une certaine violence, et moi je trouve ce qui est extraordinaire chez Malcolm X, c'est qu'il finit par être non violent, justement. Je crois que c'est ça qui est intéressant, et il finit par comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter sur une certaine couleur de peau, parce qu'en fait, à un moment donné, il faisait du racisme à l'envers, et donc il finit sa vie en disant « Ah non, j'ai compris, il faut qu'on se mette tous ensemble pour la justice sociale. » Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ces personnages, à la fin, comprennent que toutes les discriminations sont liées parce que, justement, on accepte l'inégalité dans la société. Et donc, il faut, avant de juger la violence de quelqu'un, il faut aussi regarder sa vie et son histoire. Encore, on revient encore à l'histoire. Antonin Firmin écrit ce livre en réponse à Gobineau, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que pour parler du racisme, il y a des personnages qu'on doit connaître. Par exemple, quelqu'un comme Gobineau qui a écrit Les inégalités des races est très important, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que Gobineau dit qu'il y a plusieurs races, et ces prétendues races sont dues à la couleur de peau. Et donc on voit que les enfants disent qu'il y a plusieurs races par rapport à la couleur de peau. Donc ça veut dire que nous sommes, il y a des scientifiques, des théoriciens du 19e siècle, des enfants qui sont en 2010, ont les mêmes préjugés par rapport à la couleur de peau. Ça veut dire qu'entre-temps, le travail n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'entre-temps, le travail n'a pas été fait. Et toujours à faire. Et toujours à faire, notamment sur cette question de race, et Antonin Firmin explique tranquillement qu'il n'y a pas de race. Bien entendu, à son époque, il n'est pas entendu, parce que ça arrangeait tout le monde de dire qu'il y avait une race supérieure et une race inférieure. J'ai été à Duke University, ou en Floride, et les gens connaissent François Fanon, récitent le François Fanon par cœur. Et c'est vrai qu'ici, en France, on a l'impression que François Fanon est très peu lu. Mais en fait, François Fanon, d'ailleurs, ça a été le chapitre le plus difficile à faire, parce que moi-même, je suis antillais, et François Fanon parle du rapport
des Antillais avec les Africains. Et une réflexion aussi sur les Antillais eux-mêmes. Par exemple, aux Antilles, il faut savoir que la génération de ma maman, parce qu'elle est née en 1947, et bien dans la société antillaise, c'était mieux de se marier avec quelqu'un à la couleur plus claire, parce que ça sauvait la peau. Et donc les enfants, vous êtes antillaise. Ah mais vous savez. Et donc on disait, par exemple, si l'enfant avait la peau claire, on disait qu'il avait la peau échappée, la peau échappée du noir. Donc c'est assez intéressant, et donc j'ai une réflexion autour de la société antillaise, parce que en fait la société antillaise a reproduit aussi ce qu'on pensait des Noirs pendant l'esclavage. Ça veut dire que l'esclavage, qu'est-ce que c'est se lier soi-même. Ça veut dire que le noir, c'est moins que rien, mais vous qui êtes noir, c'est que vous finissez par le penser vous-même aussi. C'est quand je dis ne pas tomber dans une certaine victimisation, ne pas intégrer le discours négatif qui est dit sur vous-même. Et donc, c'est vrai que forcément, il était un peu compliqué pour moi, donc quand je parlais des cheveux aussi, ma mère, c'est pas ça. Je pense que pour d'autres générations, Barack Obama participe au changement d'imaginaire. Complètement. Par exemple, encore une fois, ma maman, l'élection de Barack Obama, impossible. C'est-à-dire que dans quel monde je vis, c'est pas possible. Pour mes enfants, je le dis, ils me disent ah ouais, pourquoi il n'y en avait pas avant? Et pourquoi? Donc on voit bien que qu'est-ce que c'est que vos histoires là, et donc on voit bien le changement d'imaginaire. Donc on passe à autre chose. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec Barack Obama, comment on classifie les gens? On dit voilà, c'est le premier président noir des États-Unis, alors que Barack Obama est métis. Donc on voit tout le temps se classifier les gens, vous voyez, on est dans cette classification, noir, blanc. Et donc, non, Barack Obama fait partie des gens qui changent l'imaginaire, par exemple, comme par exemple un personnage comme Taharqa. Moi, je m'en souviens quand j'étais en Italie ou en Espagne, que je disais, voilà, qu'il y avait des pharaons noirs et tout ça, et qu'est-ce qu'il racontait encore? Voilà, les gens, ils disaient, mais il est fou. Et donc, là encore, ça change l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si vous posez la question à certaines personnes, ils vous disent que presque l'Égypte n'est pas en Afrique, vous voyez? Non, mais... Et donc, c'est, encore une fois, on n'échappe pas à son éducation. Donc, c'est vraiment là qu'il faut intervenir. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Aimé Césaire. Et c'est vrai que, évidemment, oui, ça change. Mais je dirais comme ça change aussi la lecture d'un livre. Mais là, vous rencontrez la personne en vrai, donc non, ça, bien sûr. Ça m'a amené sûrement à faire ce livre aussi, parce que ça nourrit votre identité, ça vous fait poser des questions, et quelque part, je le raconte d'ailleurs quand Aimé Césaire est mort, parce que vous savez, parfois vous dites, oui, si un personnage, vous apprenez son décès, vous allez aller à son enterrement. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que je pensais qu'il allait mourir avant moi. Je n'ai pas pensé que j'aurais pu mourir avant. Non, parce que comme il était plus vieux, et je m'étais promis d'aller à son enterrement. Et donc j'ai été à son enterrement. J'étais à son enterrement et j'étais très très heureux d'être là. Et quelque part, comme je le dis dans le livre, je pense que nous sommes des personnes qui doivent porter aussi la voix de ces personnes comme Aimé Césaire, Frantz Fanon et autres, parce que c'est des personnes qui interpellent l'homme, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas mieux vivre si on faisait tomber certains de nos préjugés.